Salut à tous, salut à tous les abonnés des Gus Tutoriels. Et aujourd'hui, c'est toujours moi, votre formateur Gustave Tchani, qui vous accompagne chaque fois avec vos cours en ligne sur Gus Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un chapitre très important, un élément très important que beaucoup de gens cherchent à comprendre et nous allons le faire comprendre trop facilement et vous allez, je crois tout le monde doit s'y ressaisir. Nous allons faire l'utilisation générale et pratique de la méthode de 3 moments. Donc la méthode des 3 moments, autrement appelée la méthode des Clapeyron. Nous allons montrer comment est-ce que nous allons utiliser cette méthode plus facilement, plus simplement, pour que cela ne complique pas assez de personnes. Donc je crois, suivez-moi très bien, très attentivement et vous ne serez pas déçus. La méthode de 3 moments. Nous commençons par 1. Le principe de la méthode. 1. Principe de la méthode. Comment est-ce que nous allons utiliser la méthode de 3 moments ou la méthode des Clapeyron en fait? On nous dit, cette méthode consiste à déterminer le moment fléchissant dans les cas de poutres continues, c'est-à-dire que de poutres qui reposent sur plus de 2 appuis en fait, ou encore de poutres hyperstatiques en supposant que les effets d'efforts tranchants sont négligés. Donc, vous allez comprendre que la méthode de 3 moments, c'est une méthode, bien sûr, qui consiste à déterminer les moments dans les appuis. Donc, ce sont des moments dans les appuis qui sont des inconnus, en fait, de cette méthode. Nous allons montrer comment est-ce que nous allons déterminer le moment dans les appuis tout en utilisant la méthode de 3 moments. Donc, je répète bien, je crois bien cette théorie sera posée dans le site lorsque vous aurez accès à ces cours, vous aurez aussi accès, accès aux vidéos, accès aux fichiers PDF de ces cours ici. Vous aurez tous les deux. Alors, je répète, cette méthode consiste à déterminer le moment fléchissant dans les cas de poutres continues. Les poutres continues, ce sont des poutres qui sont posées sur plusieurs appuis. Ce sont là des poutres continues. Bien sûr, tout en négligeant les effets de l'effort tranchant. Nous prenons le moment fléchissant dans les appuis comme inconnus. Une fois déterminé les moments fléchissants dans les appuis qui sont nos inconnus, nous allons passer maintenant au calcul de réaction dans les appuis, je sais pas quoi, et le calcul aussi de moments fléchissants max, le moment entravé. Là, pas de problème. Donc là, c'est le principe de la méthode. Le point 2, la définition d'une poutre continue. C'est quoi une poutre continue? 2. Définition d'une poutre continue. Voilà. C'est quoi une poutre continue? On nous dit une poutre est dite continue si elle repose sur 3 ou plusieurs appuis. 3 ou plusieurs appuis. Là, c'est une poutre continue. Une poutre continue. Une poutre qui est reposée sur 3 ou plusieurs appuis. Alors, nous avons la première flèche. Il y a certains termes qu'il faut comprendre avant d'utiliser cette méthode. Nous avons le terme que nous appelons le travé. Nous avons les travées parce qu'une poutre est continue du fait que c'est une poutre qui est posée sur plusieurs appuis. On doit avoir des travées en fait. Le travé, de parties de poutre comprises entre 2 appuis. Ça s'appelle une travée. Alors, on nous dit, dans la première flèche, on dit le travé de l'extrémité s'appelle travé des rives. Là, ce sont des travées extrêmes en fait. Ce sont des travées extrêmes, travées des rives, je sais pas. Alors, nous avons aussi, deuxième flèche, les appuis des extrémités peuvent être
soit des appuis simples, soit des encastrements. Donc, les appuis d'une poutre continue, c'est-à-dire, vous avez une poutre continue, c'est une poutre sur plusieurs appuis comme ça, c'est ça la poutre continue. Le travée extrême, cette travée ici et l'autre travée sont appelés le travée des rives en fait. Ce sont les travées des rives. Alors, dans la deuxième flèche, on nous dit les appuis des extrémités peuvent être soit des appuis simples, c'est-à-dire tu peux avoir un appui simple, comme ça c'est un appui simple, qui peut être mobile, qui peut être, c'est pas fixe. Nous avons un appui simple, ou soit ça peut être des encastrements. Donc, ou soit, on peut avoir un appui comme encastrement aux extrémités en fait. Et là, l'extrémité peut être aussi un appui simple. C'est ça dans la deuxième flèche. Et on ajoute, on nous dit, mais les appuis intermédiaires sont toujours des appuis simples. Donc, les appuis intermédiaires qui sont là sont toujours des appuis simples. Donc, cette poutre, c'est une poutre continue. Donc, par définition, nous avons dit, la poutre continue était une poutre qui est posée sur plusieurs appuis. Plusieurs appuis. Donc, lorsqu'on dit plusieurs appuis, ces appuis peuvent être des appuis simples ou soit encastrements. Donc, cette poutre a plusieurs travées. Comme ici, notre cas, nous avons 3 travées. Donc, la poutre est dite continue lorsque elle a 3 travées ou plus. Ou plus. Alors, à ne pas confondre avec une poutre hyperstatique, hein, parce qu'une poutre continue, elle est automatiquement hyperstatique. Elle est automatiquement hyperstatique. Mais une poutre hyperstatique peut ou ne pas répondre à la définition d'une poutre continue. Donc, on va voir ça avec les temps. Toujours dans ces cours, vous allez comprendre. Nous avons aussi troisième flèche. Troisième flèche, on nous dit, si la poutre était encastrée sur un appui, intermédiaire ou extrême, on pourrait la considérer comme 2 appuis indépendants. Donc là, c'est le principe de la méthode en fait. Donc nous sommes dans les calculs de poutres continues par la méthode de 3 moments. C'est très intéressant. On me dit, si la poutre était encastrée sur un appui intermédiaire ou extrême, donc j'ai un appui intermédiaire ici, on peut te créer aussi un appui là, comme ça, voilà, un appui intermédiaire ou extrême, là c'est intermédiaire, là c'est l'appui extrême. Dans la résolution de vos structures, je sais bien que vous pouvez vous retrouver avec un appui comme ça au milieu ou un appui comme ça à l'extrémité. Donc vous pouvez changer des appuis comme ça. Ce sont des cas qui arrivent en fait. En génie civil, disons, ce sont des cas qui arrivent. Alors, lorsque vous êtes là, cette définition ne se contredit pas. Donc, disons, la troisième flèche ne se contredit pas à la deuxième. Donc, dans la deuxième, on nous dit, les appuis extrêmes peuvent être des appuis simples ou encastrements. Les appuis intermédiaires sont des appuis simples. Maintenant, dans la théorie de 3 moments, la théorie des Clapeyron, lorsque vous avez une poutre qui contient un appui intermédiaire qui est un encastrement, tu ne peux pas utiliser la méthode de 3 moments avec ce type d'appui. Il y a un principe qu'il faut utiliser pour répondre, en fait, pour que la poutre réponde au principe de Clapeyron. Le principe de Clapeyron, c'est qu'on ne veut pas avoir des encastrements comme ça. Donc, ces encastrements seront transformés dans des appuis simples. Et là, la méthode peut être utilisée sans problème. Comment transformer ces appuis encastrés dans les appuis simples? Toujours dans la troisième flèche, on me dit, si la poutre était encastrée sur un appui intermédiaire ou extrême, on pourrait la considérer comme 2 poutres indépendantes. Donc, 2 poutres indépendantes, donc je crois que vous comprenez très bien. 2 poutres indépendantes, ça veut dire quoi? Lorsque j'ai une poutre comme ça, j'ai un appui encastré. Je prends ça.
Ça, c'est un appui simple. Je viens là. Là où il y a l'encastrement. L'encastrement est représenté par deux appuis simples, mais qui sont approchés, dont la distance tend vers 0, en fait. Donc, vous qui faites mieux la mathématique, donc lorsque la distance tend vers 0, donc c'est supposé que cette distance est proche de 0. Donc, ici, nous avons, si j'avais par exemple, ici, j'avais L1, L2, L3, dans la restructuration de cette poutre, j'aurai, comme l'encastrement est là, j'aurai aussi deux appuis. Alors là, j'aurai ceci, j'aurai L1 là-bas, les deux encastrements. Là, j'aurai delta L1. Delta L1, ça sera c'est la distance entre les deux appuis fictifs qui représentent l'encastrement. Et cette distance tend vers 0, donc disons c'est 0. Alors, là c'est L2, là c'est L3, là c'est delta L2, en fait. Donc, pour appliquer la méthode de 3 moments, il faut quitter de cette forme vers l'autre forme. Et vous allez l'appliquer sans problème. Et je vous dis, cette méthode est applicable ou est utilisée lorsque vous avez une poutre qui a 3 appuis ou une poutre qui a autant d'appuis, n appuis, comme vous voulez. Donc, vous pouvez faire une poutre qui a 80 appuis, par exemple. 80 appuis. Vous allez voir que la méthode des 3 moments sera d'application. Une poutre qui a 10 appuis, une poutre qui a 15, 20 appuis. Donc, ça dépend de votre utilisation. Donc, il faut être seulement fort dans la résolution des équations mathématiques qui vont sortir là. Mais seulement, c'est une méthode plus simple. Plus simple. Alors, cette distance delta L1 qui tendra vers 0, donc à peu près 0 proche de 0, là aussi ça sera 0. Nous allons l'éliminer dans les équations de 3 moments que nous allons démontrer tout à l'heure. Alors, du fait que cette poutre, comme nous venons de dire, cette poutre est continue et elle est aussi hyperstatique. Cette poutre est continue, mais elle est aussi hyperstatique. Je peux éclaircir un peu là, parce que je viens de dire tout à l'heure qu'une poutre, toute poutre hyperstatique n'est pas continue. Mais une poutre est continue est une poutre hyperstatique. C'est-à-dire quoi? La poutre est continue, comme nous venons de donner la définition. Une poutre est continue, c'est une poutre qui est sur 3 ou plusieurs appuis. Le nombre d'appuis est supérieur à 3. Prenons par exemple ces cas, 1, 2, 3, 4. Là, c'est 4 appuis. La poutre est continue. Elle est aussi hyperstatique. Mais regardez ces cas ici. Vous avez une poutre comme ça. Cette poutre est sur 2 appuis. Elle n'est pas continue. Elle n'est pas continue. Donc, cette poutre est hyperstatique, oui. Mais elle n'est pas continue parce que la résolution, la définition d'une poutre, pour qu'une poutre soit continue, il faut que cette poutre se repose sur 3 appuis ou plus. 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais seulement dans la méthode de 3 moments. La méthode de 3 moments résout ces genres de poutres tout en transformant cette poutre, ces 2 appuis en autant d'appuis. Donc, plusieurs appuis, au moins 3, disons. Donc, vous allez voir, pour résoudre cette poutre, quel que soit les chargements, la méthode des 3 moments peut vous aider à calculer le moment inconnu. Donc, pour résoudre cette poutre, l'encastrement, nous avons dit, sera représenté par 2 appuis. Donc, ça sera comme ça. Nous avons ça. Là, c'est delta L1. Là, c'est L. Là, c'est delta L2. Donc, supposons que là, c'est la longueur. Donc, vous allez voir que avec cette décomposition, la poutre devient continue. Parce que maintenant, j'ai 4 appuis. La poutre devient continue et tu peux appliquer la méthode de Clapeyron pour sa résolution sans problème. Mais là, tu ne peux pas utiliser Clapeyron. Il faut rendre la poutre comme ça et tu vas utiliser la méthode de 3 moments sans problème, avec toute facilité. Donc, suivez attentivement ces chapitres et ça va vous aider dans beaucoup d'histoires, dans la résolution de beaucoup de vos exercices en génie civil.
nous avons le point 2, c'était la définition d'une poutre continue. Nous allons voir le point 3, le degré d'hyperstaticité, parce que nous venons de dire que la poutre continue est une poutre hyperstatique. Nous allons essayer de calculer aussi le degré d'hyperstaticité, voir ce que ça va nous donner. Nous avons 3, le point 3, le degré d'hyperstaticité. D'hyperstaticité. Le degré d'hyperstaticité. Alors, désignons par D primo le degré d'hyperstaticité d'une poutre continue. Donc, les D avec un petit zéro au-dessus s'appelle degré d'hyperstaticité. Ce degré d'hyperstaticité est égal au nombre d'appuis intermédiaires supportant cette dernière, c'est-à-dire c'est la poutre, hein, et est donnée par la formule. Donc, si tu veux calculer le degré d'hyperstaticité d'une poutre continue, il est donné par R moins EQ. Là, c'est le degré d'hyperstaticité. Avec R, les nombres de liaisons, en fait, les nombres de réactions. R, c'est les nombres de liaisons. Et Q, c'est les nombres d'équations d'équilibre statique. Prix égal à 3. Donc, lorsque nous disons les nombres d'équations d'équilibre statique, nous voyons la somme de H, somme de V, somme de moments. Donc, vous pouvez voir ça dans nos chapitres précédents, dans les cours des résistances des matériaux, bien sûr. Donc, vous pouvez consulter notre cours de résistance des matériaux. Vous allez retrouver les équations d'équilibre et comment les utiliser, surtout dans les calculs de réaction dans les appuis, dans les calculs d'équilibre statique, de système. Alors, je prends un exemple pour utiliser cette formule. Exemple, je prends une poutre. J'ai une poutre comme ça. J'ai une poutre comme ça là, des appuis et de l'autre côté, ok. Quel que soit le chargement, parce que le chargement ne modifiera pas le degré d'hyperstaticité de notre truc. C'est l'appui A, B, C, D. Alors, on nous demande de calculer, de trouver le degré d'hyperstaticité de cette poutre. Alors, il faut calculer les inconnus à l'intérieur. Nous avons les R, nous avons aussi les EQ. Alors, il faut faire un schéma rendu libre de cette poutre. Donc, je comprends, vous comprenez très bien ce que c'est un schéma rendu libre. Donc, confère le cours de résistance des matériaux, vous allez très bien comprendre. En fait, le schéma rendu libre, nous allons enlever juste les appuis et le remplacer par des forces respectives de chaque appui. Donc, les forces intérieures, en fait. Force de liaison dans les appuis. Alors, comme ici, nous allons poser toutes nos charges au-dessus, tel que c'est fait. Cet appui regorge une inconnue. Une inconnue, c'est VB, VD, je crois. Pour la réaction verticale. Là aussi, c'est la réaction verticale. VC, là, c'est la réaction verticale aussi. VB. Et là, cet appui a deux inconnues, deux liaisons. Donc, nous avons VA et HA. Au total, s'il faut compter le R, les nombres d'inconnus, les nombres de liaisons, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, R, dans ces cas, R égale à 5. 1, 2, 3, 4, 5. R égale à 5. Le EQ égale à 3. Trois équations d'équilibre statique. Somme des X, somme des Y, somme des moments. Vous comprenez très bien. Et s'il faut calculer le degré d'hyperstaticité, le degré d'hyperstaticité sera égal à R moins EQ égale à 5 moins 3, j'aurai 2. Donc,
le degré d'hyperstaticité égale à 2. Et ceci revient à dire tout simplement que cette poutre est 2 fois hyperstatique. Donc, la poutre est 2 fois hyperstatique. Voilà, cette poutre est 2 fois hyperstatique. Donc, je vois, vous avez très bien compris comment est-ce que nous avons calculé les degrés d'hyperstaticité. Je vais vous donner un deuxième exercice. Vous allez voir, je vais aller un peu plus rapidement. Je prends une poutre avec son encastrement comme ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais aussi ça. Quel que soit le nombre d'appuis que vous avez, quels que soient les chargements que vous avez au-dessus. Alors, je me dis, cette poutre est théorique. Et là, nous avons les 3 équations, bon, trois inconnues de liaison en fait. Nous avons le V, nous avons le H et nous avons le moment. Là, nous avons seulement un appui glissant. Nous avons le V seulement. Là, nous avons aussi le V seulement. Là, nous en avons 3. Donc, nous avons ça. Donc, s'il faut compter pour trouver R, R sera égal à 1, 2, 3. Ça fait 3 ici, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on aura 8 inconnus de liaison. Et Q reste 3. S'il faut calculer les degrés d'hyperstaticité, nous aurons 8 moins 3 égale à 5. Donc, ce qui fait que le degré d'hyperstaticité égale à 5. Cette poutre est 5 fois hyperstatique. Donc, la poutre est 5 fois hyperstatique. Je sais bien que vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris comment est-ce que nous calculons le degré d'hyperstaticité. Alors, là, c'était le point 3. Nous allons passer au 4e point. Équation de 3 moments. Quelles sont les équations que nous allons utiliser pour appliquer dans la méthode de Clapeyron? Équation de 3 moments. Je sais que ces équations créent un peu de polémiques, surtout dans les différentes universités, lorsqu'on retrouve une forme quelconque et ailleurs on retrouve une autre forme qui n'est pas identique à la première, par exemple. Surtout les étudiants ont beaucoup de confusion. Ils font beaucoup de confusion dans l'utilisation de cette équation de 3 moments. Mais suivez très bien ici. Je vais vous montrer comment est-ce que nous allons déterminer l'équation de 3 moments et comment nous allons les utiliser. Comment nous allons utiliser toutes ces équations que nous allons trouver. Et nous allons simplifier aussi pour essayer un peu de rendre les calculs faciles. Voilà, le 4e point, équation de 3 moments. Équation de 3 moments. On dit, soit la poutre continue si après. La poutre continue si après. Donc nous avons une poutre continue. Là, vous comprenez plus facilement. La poutre continue, une poutre qui est sur plusieurs appuis. Nous avons une poutre comme ça. Et chez moi ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 appuis. Voilà. Et cette poutre est une poutre continue. Alors, là, c'est la première travée de la poutre. Là, c'est la 2e, 3e, 4e travée. Donc, la travée, en fait, c'est la partie de la poutre qui est comprise entre 2 appuis successifs. Donc, les 2 appuis qui se suivent, cette partie de la poutre s'appelle la travée. À ne pas confondre avec la portée. La portée, c'est la distance totale, en fait, de votre poutre. La portée de la poutre, c'est la distance totale. Et la travée, c'est la distance juste entre 2 appuis. Donc, la première travée, 2e, 3e, 4e travée. Donc, c'est comme ça. Alors, la première travée, cette poutre, normalement, cette poutre est composée de matériaux. La poutre peut être métallique, la poutre peut être en béton armé, la poutre peut être en bois, ça dépend, en aluminium, ça dépend du matériau que vous utilisez. Mais le matériau, en fait, est caractérisé par, et c'est le module de Young, le module d'élasticité longitudinale, parce que nous avons aussi le module de Coulomb, qui est le module de l'élasticité
transversale. Ici, nous avons le module d'élasticité longitudinale. Alors, là, le E qui caractérise le matériau, en fait. Et cette poutre a aussi une inertie. Donc, la poutre peut avoir... La poutre a une base, la poutre a une hauteur, la poutre a une section transversale, en fait. Donc, I dépend de la section transversale de la poutre et dépend des caractéristiques du matériau utilisé. Donc, dans ces cas, nous avons EI, là, EI, par exemple. Donc, si nous faisons EI, cela signifie que la section de la poutre est constante. Ça, c'est 1, dépendant de I. La section de la poutre est constante. Alors, et ceci signifie tout simplement que si la première travée est en béton armé, les autres travées sont en béton armé. Donc, un béton qui a le même caractéristique en fait. Donc, même résistance à 28 jours, je crois là, dans le cours de béton, je crois que vous avez beaucoup de précision sur ça. Alors, nous avons EI dans la section est constante. Si vous retrouvez par exemple, on vous écrit, là c'est I1, I2, I3, I4. Ceci signifie que cette section est variable. Donc comprenez que la section est variable. Donc ici nous allons généraliser la formule en mettant les I partout et les E partout. Donc même matériau, même inertie. Alors, on nous dit, considérons les 3 appuis successifs A, B, C. Là, on dit cette poutre. Là, c'est l'appui A'. Là, c'est A, B, C, D. Voilà. Mettons C'. Nous allons considérer, parce que nous allons démontrer en fait la formule de 3 moments, la formule de Clapeyron en fait. Alors, considérons les appuis successifs A, B, C de cette poutre. Le 2 travées L1 et L2 des longueurs. Donc, je considère ces 2 travées ici, L1, L2. Je répète la théorie. Je dis bien, vous allez trouver la théorie ou le PDF de ces cours en dessous de la vidéo, en fait. Lorsque vous entrez dans les sites, Gus Tutoriel, je crois que vous allez retrouver ces PDF dans le site. Alors, on dit, considérons les 3 appuis successifs. Premier appui, deuxième, troisième appui successif. Et cette poutre. Le 2 travées L1, L2. Première travée, deuxième travée qu'on a considérée en fait. Alors, on dit, la démonstration de cette formule de 3 moments, ou de cette équation de 3 moments, sera basée sur le principe suivant. Donc, il faut utiliser certains principes pour démontrer cette équation de 3 moments. Quels sont ces principes? Le premier principe, les inconnus hyperstatiques sont des moments. Donc là, je comprends, je l'ai dit en amont, les inconnus hyperstatiques que nous cherchons dans la méthode de 3 moments sont des moments, précisant surtout aux appuis. Une fois qu'on trouve les moments aux appuis, je crois, on finit l'utilisation de cette méthode, on peut aller faire le reste avec d'autres méthodes que vous connaissez. Alors, le premier inconnu que nous trouvons, les inconnus hyperstatiques, sont des moments fléchissants, au droit des appuis intermédiaires. Donc, nous allons trouver comme cette poutre. La précision est que les moments que nous cherchons sont des moments au droit des appuis intermédiaires. Ce sont là les moments inconnus. Alors, comme ici, nous aurons un moment inconnu, MA, MB, MC. Ce sont là les inconnus. Dans les appuis intermédiaires, donc au droit des appuis intermédiaires. Le moment au point C sera automatiquement nul parce que le principe, hein, il faut respecter les principes et les comprendre. Donc pour un appui qui est un appui simple, mais extrême, le moment est automatiquement nul. Là, confère le cours de résistance des matériaux. Il y a des chapitres qui parlent de ça. Là aussi, le moment sera nul. Les moments que nous allons trouver sont des moments aux appuis, dans les appuis intermédiaires. Là, c'est le premier principe. Là, comme inconnu, nous avons le moment comme inconnu.
Nous avons des moments A, B, C, D et F, ainsi de suite. Deuxième principe. Dans chaque appui, nous avons deux rotations. Une à gauche et une autre à droite. Donc, nous avons dans chaque appui une rotation. Donc, les inconnus que nous aurons aussi à détecter sont de rotation. Nous avons de rotation. M comme moment fléchissant et θ comme rotation. Nous avons ceci comme des inconnus que nous allons déterminer. Mais les inconnus de la méthode, en fait, c'est M que nous allons chercher. Le θ sera calculé en fonction du chargement que nous allons appliquer. Vous allez voir comment est-ce que nous allons le faire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Le moment, regardez, je prends d'abord, je prends les trois appuis ici. Je les dessine. Je dessine ça. Là, là. Là, ce sont des appuis A, l'appui A, B, C. Avec comme longueur L1, L2. Alors, le A, B, C, L1, L2, mais seulement lorsque nous avons des moments, donc nous avons des appuis comme ça, je crois chaque appui a un moment. Le moment peut être 0, le moment peut avoir une valeur, mais chaque appui a un moment. Donc comme ici, je vais appliquer là, je vais appliquer un moment là-bas, c'est des moments M1 sur chaque appui, et là, c'est les moments MC. Parce que ces deux travées sont extraits de la grande poutre qui est là. Donc nous avons les deux travées ici. Automatiquement, du fait que nous avons isolé ces deux appuis, les effets de l'autre travée doivent être représentés par l'apparition d'un moment au point C. De l'autre côté, nous aurons aussi un moment au point A. Donc automatiquement, nous avons réduit cette grande poutre en une petite poutre comme ça. Mais les travées qui sont au départ et d'autres sont représentés par les effets du moment. Donc, c'est de cette manière-là que nous allons faire. Une poutre continue peut être décomposée en plusieurs poutres isostatiques. Donc, on vous dit, cette poutre continue peut être décomposée en plusieurs poutres hyperstatiques. C'est-à-dire, après avoir déterminé les inconnus qui sont les moments ici, par exemple, cette poutre peut être décomposée comme ça. Là, je peux anticiper. Vous avez ça, connaissant ceci, connaissant les moments au point B, les moments au point A, automatiquement, cette poutre est isostatique. Là encore, vous faites la même chose. Là, c'est les moments au point C, les moments au point B, L2, et cette poutre est isostatique. Donc, vous allez voir que la poutre qui était hyperstatique, après résolution des moments A et C, cette poutre peut se décomposer comme ça et vous calculez les réactions dans les appuis, les moments, ainsi de suite. Le moment entravé en fait, sans problème. Donc cette poutre devient isostatique de cette manière ici. Alors, on nous dit, désignons par, pour notre poutre ici, que nous avons isolée, désignons par MA, MB et MC, le moment sur les appuis A, B et C. Donc nous avons MA, MB et MC, ce sont les moments dans les appuis A, B et C. Nous désignons aussi par θ A, θ B et θ C, ce sont des rotations en fait. θ A, θ B et θ C. Les rotations au point A, B et C. Rotation au point A, B et C. Donc, je peux expliquer aussi ces rotations. Vous voyez là, cette poutre ici. Cette poutre est là. La poutre qui était rectiligne, après l'application de la charge, les moments qui sont là, la poutre peut perdre en fait
sa droite horizontale. La poutre peut devenir comme ça. Je peux exagérer. La poutre peut devenir comme ça. Et vous avez les angles, hein. Ça c'est l'angle ici, la rotation de la poutre. Donc la poutre qui était rectiligne a essayé de roter d'un certain angle θ. Là, ça sera θB, mais à droite. De l'autre côté, ça sera θB, mais à gauche. Donc, vous voyez la rotation, en fait. Ce sont ces rotations que nous allons aussi calculer. Donc, c'est ça. Alors, donc, on nous dit donc la somme de rotation au point B est égale à 0. Donc, la somme de rotation, la rotation ici et la rotation là-bas, la somme doit être égale à 0 sur le même appui. Ça, c'est un principe. Donc, lorsqu'on dit la somme de rotation doit être, au point B doit être égale à 0, donc on peut écrire, on s'est dit somme de rotation θB doit être égale à 0. C'est une condition d'équilibre en fait. Alors, pour ce qui concerne la rotation, nous avons deux types de rotation. Deux types de rotation. Nous avons les rotations qui sont dues au moment, aux charges extérieures en fait, et les rotations qui sont dues au moment fléchissant. Deux types de rotation. Donc, vous pouvez voir avec moi, nous avons deux types de rotation. Les rotations qui sont dues, les rotations dues aux charges extérieures. Ces rotations ici sont θB à gauche et θB à droite. Ce sont ces rotations. Ces rotations sont dues aux charges extérieures. Alors, l'autre, nous avons les rotations qui sont dues au moment fléchissant. Fléchissant. Les rotations qui sont dues au moment fléchissant, nous avons θB à gauche, nous faisons ça, plus θB à droite, avec une barre au-dessus. Donc nous avons ces deux rotations-là. Mais la condition qu'on nous donne maintenant, la condition qu'on nous donne, était que la somme de toutes les rotations au point B doit être nulle. Cette somme doit être nulle. Alors, connaissant les rotations, les deux types de rotations ici, la condition était que la somme de rotations sur un même point, sur un seul appui, doit être égale à 0. Ceci signifie tout simplement que la rotation due aux charges extérieures plus rotation due au moment fléchissant, la somme doit être égale à 0. Donc nous avons θB à gauche plus θB à droite. Là, ce sont des rotations dues aux charges extérieures plus θB à gauche barre plus θB à droite barre égale à 0. Donc cette somme, ça c'est une équation en fait. Rotation, c'est une condition. Alors, c'est la somme de rotation. Somme de rotation au point B égale à ceci. Alors, comment est-ce que nous allons calculer ces rotations? Nous allons commencer par primo, rotation due au moment. Due au moment fléchissant. Commençons par la rotation due au moment fléchissant. C'est θB à gauche et θB à droite. Donc, rotation due au moment fléchissant. Alors, on nous dit qu'il existe plusieurs méthodes pour évaluer les rotations dues au moment. Il existe plusieurs méthodes. Nous utilisons pour ces cas la méthode de Maxwell-Morse, autrement appelée méthode du moment secondaire. Donc, c'est la méthode de Maxwell-Morse que nous allons utiliser. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes
Hein, vous avez la méthode de ligne élastique, vous pouvez utiliser la méthode de Menabrea. Il y a plusieurs méthodes. Mais seulement, dans la pratique, en fait, il faut chercher la méthode ou utiliser la méthode qui vous semblerait plus facile. Mais je fais l'application, en fait, de la méthode de Maxwell More, donc la méthode de More, en fait. Comment est-ce que nous allons faire l'utilisation de cette méthode? Nous calculons la rotation ou les rotations dues au moment. En fait, nous avions trois poutres, une poutre sur trois appuis. Une poutre sur trois appuis. Regardez comment je fais ça. On avait cette poutre, une poutre comme ça, avec le moment MA là-bas, MB, parce que j'aime bien faire comprendre tout le monde. L1, L2. Appui A, B et C. Alors, en dehors de ça, je crois que nous allons décomposer, nous allons calculer en fait rotation. Nous allons décomposer ces deux travées. Alors, je prends la première travée. La première travée, c'est une poutre comme ça. Je crois que ce n'est pas compliqué. L'appui A, B, et nous avons le moment MA, nous avons le moment B qui est représenté là, et là, nous avons L1. Pour la deuxième travée, nous avons cette poutre, l'appui B, C, nous avons un moment MC, le moment là c'est C, et de l'autre côté, nous avons le moment B. Comme distance, nous avons L2. Alors, comment est-ce que nous allons évoluer pour calculer ces rotations ici? Alors, suivez-moi très bien. Ici, cette poutre peut être aussi décomposée. Donc, disons par superposition des charges, nous pouvons décomposer cette poutre. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Cette poutre égale, je peux décomposer celle-ci en deux charges comme ça. Là, c'est le moment MA avec la même longueur, ainsi de suite. Alors, nous avons aussi, c'est la longueur L1, l'appui AB, plus cette poutre, c'est la même poutre, mais seulement elle est sollicitée d'un côté. On n'a pas mis de l'autre côté. Alors, je peux ajouter encore la même poutre, le point AB, mais qui est sollicité de l'autre côté. MB. L toujours. Voilà. Cette poutre est décomposée en deux poutres. Une poutre qui est sollicitée par le moment MA, l'autre poutre qui est sollicitée par le moment MB. La même chose, nous pouvons faire ceci avec la deuxième travée. Donc, on peut faire ça ici. Cette poutre sera égale, je fais encore la décomposition ici, MB, la distance était L1, et plus, j'ai fait l'autre, L1, de l'autre côté, c'est moment C. Voilà. Donc, c'est en fait ça qu'il faut faire comme décomposition. Et nous allons continuer maintenant. Nous allons essayer de prendre, là c'est le premier cas, nous disons, là c'est le cas A. Donc, ça et ça, c'est le premier cas. La poutre qui est sollicitée à gauche. Donc, lorsque nous allons prendre ça, ça sera le cas A pour cette première travée. Là, ça sera le cas A pour cette deuxième travée. Et là, c'est B. Donc, c'est comme ça. Nous allons essayer de développer cas par cas et vous allez voir comment est-ce que nous allons déterminer ces rotations, en fait. Et alors, nous allons commencer par les cas de la poutre A aussi. Nous allons prendre la poutre B, nous allons prendre la poutre B aussi, donc AA, BB. Alors, nous faisons ceci. J'enlève ceci, pas de problème.
Voilà. Poutre A. Je fais ça. C'est poutre A encore. Donc la poutre A pour la première travée, poutre A pour la deuxième travée. Alors pour la première travée, la poutre A est là. Nous avons L1, c'est la travée AB, et nous avons un moment appliqué au point A. Voilà, c'est cette poutre-là. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? De l'autre côté, j'applique aussi. Ça sera une poutre, comme ça. C'est la deuxième travée L2, B, C. Et le moment est appliqué au point C. Voilà. Donc, je crois que vous pouvez bien voir ici. Poutre A, vous avez les moments B. Poutre A, pour la poutre A, les moments appliqués, c'est les moments MB. C'est MB. Donc, nous appliquons en fait le moment à gauche. Comme ici, nous avons le moment à gauche, MA. Nous avons aussi le moment à gauche, MB. Alors, lorsque nous allons partir du côté poutre B, nous aurons MB et MC à droite, Donc, c'est ce que nous devons faire ça. Là. Alors, nous avons MC. Là, de l'autre côté, il n'y a pas MC. Donc, en fait, c'est MB. MB. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons les cas ici. Nous allons faire le schéma rendu libre, nous calculons les réactions dans les appuis, nous calculons les moments fléchissants et on arrive à tracer le diagramme de moment fléchissant. Donc, il faut bien maîtriser comment tracer le diagramme de moment fléchissant. Donc, pour bien saisir ce que nous sommes en train de faire. Alors, je crois que vous allez suivre très bien. Si vous partez dans le site www.gustutoriel.com, le chapitre 10 de la RDM, c'est le calcul de moments fléchissants, efforts tranchants, efforts normaux. Donc, c'est tout ce que vous allez voir là-dedans. Alors, je vais tracer le diagramme. Si vous faites l'étude de cette poutre ici, sur deux appuis sollicités par un moment MA à gauche, vous allez retrouver ces diagrammes ici. Là, vous aurez ces diagrammes ici, le moment MA sera comme ça, et là, vous avez le diagramme. C'est ça le diagramme en fait. Alors, là, c'est le diagramme. Le moment fléchissant pour ces cas ici. Ici, donc, on aura les moments. Là, c'est les moments MA. Donc, c'est l'intensité en fait donc, c'est les moments MA, la hauteur ici. Et l'autre côté, vous aurez aussi, du fait que le moment est appliqué de ces côtés, vous aurez aussi ceci. Donc, vous avez aussi le moment MB. Alors, la méthode de Moore consiste à considérer le diagramme ici comme étant une force. Et nous allons créer les appuis fictifs. Donc, je crée encore les appuis fictifs. Là, c'est l'appui A'. Là, c'est l'appui B'. Nous créons encore les appuis fictifs de ces côtés. L'appui B' et là, l'appui C'. Donc, je crois vous comprenez très bien. Et là, c'est toujours la même longueur, L2. Là, c'est la même longueur, L1. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Vous pouvez calculer maintenant la réaction d'appui. Calculer la réaction d'appui A' et B'. De l'autre côté aussi, la même manière. Donc, connaissant l'intensité. L'intensité ici de la charge fictive, c'est MA. Alors, comme vous avez déjà MA, je calcule VA'. VA' sera égal. Vous faites les calculs, vous considérez ceci comme une charge triangulaire en fait. Une charge triangulaire, vous pouvez calculer avec l'intensité de la force MA. Vous pouvez calculer les réactions dans les appuis sans problème. Vous faites la somme de force verticale, somme de force horizontale, somme de moments, vous calculez sans problème. Alors, vous allez voir que la résultante de cette force va agir au centre de gravité du triangle. La résultante agit au centre de gravité du triangle. Alors, si nous faisons la somme de moments au point B' égale à 0, cette force résultante ne sera rien d'autre que MA
multiplié par la longueur L1, c'est comme la base, fois la hauteur, divisé par 2, parce que c'est un triangle, multiplié par les bras de levier de cette force, sera le 2 tiers de L1. Et du fait que nous calculons la réaction VA, ça sera VA multiplié par L. Donc vous allez voir que le L en question viendra dans la division en fait. Donc calculez très bien l'équation. Somme de moments au point B' égale à 0. Vous allez trouver dans le L1 ici que je viens d'ajouter était là. Et pour déterminer le VA, je devrais l'envoyer de l'autre côté. Alors, divisé par L1. Le L1 tombe, le 2 peut tomber. Et j'aurai VA' égale à MA multiplié par L1 divisé par 3. C'est ce que je trouve. Alors, je peux calculer aussi VB. VB' égale VB'. Je fais la somme de moments au point A égale à 0. Cette même force qui est la surface en fait de ces diagrammes ici, qui est M, c'est la hauteur, multipliée par la longueur L1, divisé par 2, c'est l'intensité en fait, la résultante de cette charge, multipliée par cette charge qui était d'ici jusque là, c'est le 1 tiers de L, donc 1 tiers de L1. Et je devrais diviser par la longueur L1, divisé par L1. Le L1 tombe, et là, j'aurai VB' égale à M à L1 sur 6. Là, nous avons VA' et nous avons VB'. Alors, en dehors de ça, nous pouvons voir aussi, nous pouvons calculer aussi à droite, à notre droite, nous aurons, là c'est les diagrammes, hein, ça c'est les diagrammes des moments fléchissants. Diagramme des moments fléchissants, DMF. Diagramme des moments fléchissants. Là aussi, c'est le diagramme des moments fléchissants. De moments fléchissants. Alors, je peux calculer encore. VB' égale, je calcule la résultante. La résultante ici, c'est la surface de ces triangles, la surface du diagramme. Donc la hauteur, c'est MB, multiplié par la longueur, c'est L2, divisé par 2, c'est cette surface, multiplié par, si j'applique la force en question au centre de gravité, pour aller au point C, j'aurai besoin de 2 tiers de L. Et puis divisé par L2, bien sûr, pour trouver VB. Donc, ceci sera, le 2 tombe, le L2 tombe, j'aurai V' B égale à MB, L2 divisé par 3. C'est ce que je trouve. Je calcule aussi VC. VC' égale, je fais la même chose, la résultante divisé par 2, multiplié par la charge, la résultante ici. Nous faisons les moments par rapport au point B. Donc, j'aurai 1 tiers de L2 et puis divisé par L2. C'est cette équation somme des moments au point B. Hein, vous trouvez ça comme ça. Alors, le L2 tombe. VC' égale à MB L2 divisé par 6. Alors, je crois nous avons trouvé ça. Donc, pour la première... pour la poutre A, nous avons trouvé ces deux valeurs. Pour la poutre A encore, mais dans la deuxième travée, nous avons trouvé ça. Donc, ce sont ces éléments que nous allons utiliser. Nous allons passer aux poutres B. Poutre B, poutre B. Mais je vais retenir tout simplement, je vais essayer de maintenir ces valeurs ici. Je vais écrire ces valeurs quelque part et je vais les utiliser après. Donc, je les mets même ici parce que je vais effacer là. Le tableau est un peu petit. Alors, je vais mettre ça ici. Pour la poutre A, nous avons VA' égale
à MA, L1 sur 3, et VB' égale à MA, L1 sur 6. Poutre A encore, la deuxième travée, pour la deuxième travée en fait. Poutre A ici, je peux écrire première travée, pour ne pas créer de confusion. Là, c'est deuxième travée. Voilà. T1, la première travée. T2, c'est la deuxième travée. Donc, je trouve VB' égale MB, L2 divisé par 3 et VC' égale MB, L2 divisé par 6. Et là, nous avons ces résultats-là. Nous allons passer, j'efface, nous allons passer à la poutre B. Je crois que vous écrivez aussi. Vous êtes en train d'écrire et prendre aussi des notes pour ne pas vous compliquer. Et la poutre B, première travée, poutre B, deuxième travée. Donc, si vous regardez bien de l'autre côté, la poutre B en question, c'est la même poutre, mais qui est sollicitée par un moment à droite. C'est le moment B à droite. Pour la deuxième travée, c'est le moment C à droite. Alors, je vais prendre ces deux poutres. Je prends ça. À droite, nous avons une sollicitation, c'est MB. Là, c'est AB. La longueur, c'est L1. OK. De l'autre côté, nous avons BC. La longueur, c'est L2. Et le moment est appliqué de ce côté. C'est le moment C. Alors, si vous prenez ceci, tracez aussi le diagramme de moment fléchissant. Le diagramme de moment fléchissant sera comme ça. Ce diagramme est plus simple à déterminer. Vous avez un diagramme comme ça. Donc, la poutre est sollicitée seulement par un moment à droite. Alors, connaissant les diagrammes, là, c'est le diagramme de moment fléchissant. Diagramme de moment fléchissant. Connaissant ces diagrammes, dans la méthode de Moore, nous prenons ces diagrammes comme étant une charge et nous l'appliquons sur la poutre en fait. Là, ça sera A', c'est une poutre fictive en fait. Et là, nous avons B', C', même distance. L2, là aussi c'est L1. Alors, connaissant ceci, nous pouvons passer au calcul de réaction dans les appuis. Réaction dans les appuis. VA' égale, je fais la somme de moments par rapport au point B. La résultante de toutes ces forces triangulaires agit au centre de gravité du triangle qui est à 1/3 de l'appui B. Vous comprenez bien le principe. Donc nous aurons la hauteur en fait de l'autre côté, c'est le moment B. La hauteur, c'est le moment B. Donc nous aurons la hauteur. La base, c'est L1 divisé par 2. Là, c'est la surface du triangle. Multiplié par le bras de l'évier, c'est 1/3 de L1. Et le tout divisé par L1 pour trouver la réaction. Alors, j'enlève ceci. Je trouve VA' égale à MB L1 divisé par 6. Divisé par 6. 3 multiplié par 2. Je trouve VB égale, c'est la même chose, MB L1 sur 2 multiplié par, pour trouver VB, il faut venir vers l'appui A'. Donc j'aurai, c'est le 2/3 en fait. Hein? Si vous voyez là, c'est le 2/3 de L1, là c'est le 1/3 de L1, centre de gravité du triangle. Alors ici on aura MB multiplié par L1, MB c'est là, multiplié par L1, divisé par 2, c'est-à-dire je trouve la surface totale qui est la résultante de la force, multiplié par, du fait que nous cherchons les VB, nous allons faire, le bras de l'évier sera du côté de l'appui A, multiplié par 2/3, L1 et divisé par L1, qui est la distance totale. Et là, égal, j'enlève aussi ça, donc ça sera VB' égale
au moment B multiplié par L1 divisé par 3. Donc ici, j'ai déterminé les deux valeurs à chercher. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, j'aurai ici, je vais déterminer VB prime égale, la résultante encore sera, là c'est MC, là c'est MC, donc j'aurai MC multiplié par L2 divisé par 2, la surface du triangle, multiplié par, pour trouver MB, VB, je pars vers l'appui C. Alors, ça sera le 1 tiers, la charge est là, donc ça sera le 1 tiers en fait, 1 tiers de L2. Multiplié par 1 tiers de L2 divisé par L2 qui est la longueur totale pour trouver VB. J'enlève ça et je trouve VB prime égale à MC L2 divisé par 6. Et pour trouver VC prime, c'est la dernière valeur que nous aurons à utiliser. Le MC L2 divisé par 2, c'est la résultante totale multipliée par. Pour trouver VC, il faut venir vers l'appui B. La somme de moments au point B' égale à 0. Donc, je fais c'est le 2 tiers de L2 et puis divisé par L2 comme la longueur. Donc je simplifie, le 2 aussi tombe. Je trouve VC' égale à MC L2 divisé par 3. Donc j'ai aussi ces 4 valeurs. Voilà, que je vais associer aux valeurs que j'avais trouvées avant. Alors, on me dit, pour, là je vais combiner maintenant les deux valeurs. Donc, on me dit, pour le rotation, donc pour trouver le rotation en fait, pour trouver les rotations θ, pour trouver les rotations, le réaction fictive. Donc, vous allez prendre juste le réaction fictive, vous divisez par EI. Donc le module de l'élasticité longitudinale et le moment fléchissant, le moment d'inertie en fait. Donc je vais calculer, regardez, j'ai besoin de trouver le rotation au point B. J'ai besoin de trouver le rotation au point B. Alors parce que c'est l'appui central en fait. La rotation B sera égale, parce que je prends la rotation B, c'est B', si vous regardez bien, nous avons pour ces cas ici, nous avons trouvé VA', VB'. Avant, on avait aussi VA' et VB'. Alors, de l'autre côté, pour la poutre A et la poutre B, nous avons trouvé aussi VB' et VC'. Hein, dans la poutre A, en amont, on avait trouvé ça. Alors, vous allez remarquer, parce que le rotation que nous sommes en train de trouver, ce sont de rotation due au moment. De rotation due au moment, ce sont des θ bar avec barre au-dessus. Alors, nous allons calculer ces rotations. Rotation θB bar. Regardez que à gauche, nous avons B', parce que ça viendra de B'. Alors, nous allons prendre d'abord à gauche. À gauche, c'est, disons, c'est la poutre qu'on avait trouvée avant. Donc, poutre A, c'est à gauche. Nous disons aussi B, c'est à droite. Donc, ça sera θB, je dis B1 à gauche, égale. À gauche, ça sera, je prends ceci. La poutre, c'est la première travée. Je suis du côté première travée. Donc, j'aurai B, c'est ça. Ça sera VB' divisé par EI. C'est comme ça. Là, c'est à gauche. À droite, ça sera la même chose. Hein. À droite, ça sera VB encore. Et puis, je vais remplacer cela. Donc, à droite, θB. À droite, ça sera à droite, ça sera VB' divisé par EI. Donc, en fait, ça sera comme ça. Donc, là, c'est pour le 1 ici, désigne tout simplement que c'était la poutre. Le premier cas, disons, c'était le premier cas avec la poutre A. Et là, c'est le deuxième cas
mais avec la poutre B. La poutre B ici. Donc là, c'était la poutre A. Je suis toujours dans la première travée. Poutre A et poutre B. Là, c'est pour la poutre A. Là, c'est pour la poutre B. Toujours dans la première travée. Alors, nous allons faire ceci. Θ B1 gauche égale VB ici dans la poutre A. C'est ça, je crois. C'est ça. C'est MA multiplié par L1 sur 6 et θ B2 dans la poutre A toujours, mais avec un moment B appliqué à droite, nous avons ça. Vous voyez très bien, c'est MB multiplié par L1 sur 3 et I, parce que nous appliquons le EI en fait. C'est comme ça. Alors, vous allez voir alors, pour calculer la rotation au point B maintenant, la rotation au point B sera la somme de ces deux. Donc, vous allez voir, θ B sera égal à θ B1 à gauche plus θ B2 à droite. C'est ce que nous avons fait. J'additionne tout simplement. Je prends MA multiplié par L1 sur 6 et I plus MB L1 divisé par 3 et I. Donc, c'est ça en fait la rotation que nous allons trouver. Alors, cette rotation ici, cette rotation sera la rotation, bien que nous sommes à la première travée. Nous sommes à la première travée, c'est gauche, gauche. Donc, je crois, ici, c'est gauche. Je suis où là? Je suis, là, c'est θB. Je suis à gauche. À gauche, je suis sur la première travée, en fait. Parce que la première travée, c'est à gauche. La deuxième travée, c'est à droite. Donc, je suis à la première travée. Première travée, c'est θB'1 à gauche. Et là, c'est θB'2, c'est aussi à gauche, c'est pas à droite. À droite, ça sera à la deuxième travée. Ça sera à droite, à gauche, gauche, ok, gauche. Donc, la poutre A, c'est à gauche. Alors, nous aurons ceci. On peut calculer le θ. Le θB maintenant que nous allons trouver sera à gauche. Alors, le θB à gauche, nous pouvons faire ces petits calculs ici. θB' à gauche sera égal, je peux faire, le dénominateur commun c'est 6 et I. Alors, le 6 et I, ici j'aurai 2, donc ça c'est 1, 6 divisé par 6, ça sera 1, là j'aurai 1, plus 2, parce que 6 divisé par 3, ça sera 2, et connaissant cela, je suis en train de faire 1, je vois les M1 et L1 en évidence, L1 et j'aurai MA plus MB. Alors là, ça me fait 3, 1 plus 2, ça me fait 3, et s'il faut faire, ça me fait 3, je suis en train de voir s'il faut faire ça, MAL1, et puis, non, ça ne sera pas cette valeur ne sera pas en évidence en fait. Le 1 sera le 1 pour MA, le 2 sera le 2 pour MB. Donc, en réalité, je vais faire ceci. Regardez bien, il faut bien suivre. 1 sera 1 MA plus 6 divisé par 2, 3, ça fait 2. Ça sera 2 MB en évidence L1. Alors là, c'est la rotation au point B à gauche. C'est cette rotation ici que nous avons trouvée. Et je viens encore de l'autre côté, je vais trouver la même valeur, la rotation. Donc ça sera, ici, ça sera la rotation, toujours au point B. Nous aurons θB. Mais cette fois-ci, je peux faire 1 à droite, cette fois-ci c'est à droite.
égale à VB sur EI. Le VB ici, c'est par rapport à la poutre B, mais de la première travée. De la première travée. Et puis, θ B2 à droite, ça sera VB encore, divisé par EI. Ça sera le VB ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que θB1 à droite sera égal. C'est le premier VB dans la poutre B, première travée. Donc, on avait trouvé cette valeur ici. C'est ça ici. VB prime, c'est MB L2 sur 3. Je crois que vous comprenez bien. Donc, MB L2 sur 3 et I. Et I pour que ça soit la rotation. Et θB de D sera égal à le VB d'ici. VB d'ici, c'est MC L2 divisé par 6. Et je peux calculer maintenant les θB à droite. Sera la somme de ça et ça. Donc j'aurai MB L2 divisé par 3 et I plus MC L2 divisé par 6. Et ceci me donne, je peux faire encore la mise en évidence. θ, il y a EI là-bas. La mise en évidence de 6 EI. Je prends, là ça sera 2. J'aurai 2 MB plus 1 MC L2 en évidence. Donc c'est ça en fait le θ B à droite. Égal à 2 MB plus MC L2 divisé par 6 et I. Donc je crois que nous avons ces deux valeurs ici. Nous avons ça et ça. Ce sont de rotation au point B, mais à gauche et à droite, dû au moment. Dû au moment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On nous dit, du fait que nous avons ces deux rotations ici, B, au point B à gauche, au point B à droite, nous utilisons la formule qui nous dit la somme de rotation doit être égale à 0. La somme de rotation en un point doit être égale à 0. Or, lorsque nous faisons la somme de rotation au point B, c'est le son de rotation due au moment fléchissant et le rotation due aux forces extérieures. Ici, nous avons trouvé seulement de rotation due au moment fléchissant. Alors, suivez-moi très bien comment est-ce que nous allons faire. Je vais récupérer juste les deux valeurs ici. Je vais les garder et j'efface pour continuer. Regardez bien. Je ne veux pas... Voilà, regardez. La somme, la formule qu'on avait, c'était la somme de rotation au point B égale à 0. Et là, on s'était dit, on avait écrit cette formule. La rotation due au moment, ou rotation due aux forces extérieures. θB plus θB à gauche et à droite, plus θ due au moment à gauche et à droite. Ceci doit être égal à 0. Donc, c'était une formule comme ça qu'on avait. Alors, ce que nous venons de trouver, ce sont ces rotations ici. Ça, on n'a pas encore trouvé. Alors, j'utilise la formule. Dans cette formule ici, je vais dégager en fait. Je vais prendre ceci, renvoyer dans l'autre membre, dans le deuxième membre. C'est-à-dire, j'aurai θB à gauche plus θB à droite égale à moins θB gauche moins θB gauche plus θB droite. Voilà. Alors, je récupère ceci, je remplace juste les valeurs que j'ai trouvées en bas là-bas. Alors, j'aurai θ bar B à gauche. C'est cette valeur aussi qui est en bas. C'est cette valeur qui est en bas. Je remplace juste cela et vous allez voir ce que je vais trouver. Donc, je remplace MA plus 2MB multiplié par L1 divisé par 6 EI
vous voyez bien, plus θB à droite. θB à droite, c'est ça. θB à droite. Donc j'aurai 2 moment B plus moment C L2 divisé par 6 et I. Voilà, égale à moins θB à gauche plus θB à droite. C'est cette formule. Alors, du fait que nous avons le dénominateur commun, je peux l'écrire comme ça. Dénominateur commun 6 et I. Et j'additionne juste ça. MA plus 2 MB. Il y a aussi le L1. Donc, voilà. MA L1. MB L1 aussi. Plus 2 MB L2. Plus MC L2. Voilà. Égal à moins 6 θB gauche plus θB droite. Ceci me donnera, si je regarde MB, MB, donc je vois qu'il y a MB, MB, je peux mettre ceci en évidence, donc je vais garder ceci, donc j'aurai M, je prends L1, MA, plus, je mets 2 en évidence, 2, et MB aussi en évidence, MB, L1 plus L2 plus L2, donc je peux bien écrire ceci, 2, MB est en évidence, donc L1 plus L2, MB en évidence, c'est ça, M2 et MB en évidence, il me reste L1 et L2 plus L2 MC égale les dénominateurs d'ici. Les dénominateurs d'ici, ici je n'avais pas encore multiplié par 6 hein, parce que c'est là, il n'y a pas 6 tel que ça se retrouve. Et le 6 et il peut aller là-bas maintenant pour faire ça. θB gauche plus θB droite. Donc je crois que vous avez une équation. Voilà. Nous avons une équation qui est là. Je suis en train de, je crois que vous êtes en train de voir comment l'équation de 3 moments se dessine. L1 MA plus 2 L1 plus L2 MB L2 MC égale à moins 6. J'oublie encore le moins. Moins 6 et I θ ainsi de suite. Alors, il va falloir déterminer le rotation due aux forces extérieures. θB à gauche, θB à droite. Là, j'appelle ceci, c'est la première équation. Là, c'est la première équation. Je vais vous montrer maintenant comment déterminer la rotation due aux forces extérieures. Parce que là, primo, on avait écrit rotation due aux forces. Là, c'est dû au moment. Mais nous allons faire maintenant rotation due aux forces extérieures pour que nous les remplacions dans cette formule de 3 moments. Et on aura la forme générale, en fait, la forme, disons, la forme de l'équation de 3 moments. La forme de l'équation de Clapeyron, en fait. Alors, ici, dans ces cas, nous avons la poutre a le même caractéristique de matériau et même inertie. Donc, je crois que vous avez très bien compris. Alors, vous venez ici, nous allons calculer, nous allons garder cette formule et nous allons calculer la rotation due aux forces extérieures. Alors, nous allons calculer maintenant la rotation due aux forces extérieures. Donc, ici, j'ai pris juste la formule que nous avons trouvée. C'est la formule, la première formule, disons, j'écris 1. Alors, on garde ceci. On va déterminer maintenant les θB gauche et θB droite, due aux forces extérieures. Comment calculer ça? Ça, c'est déjà l'équation de 3 moments. C'est déjà l'équation de 3 moments. Comment calculer ça? La rotation due aux actions extérieures. Donc, ces rotations ici, c'est θB gauche et θB droite. C'est ce que nous allons calculer. Alors, la théorie nous dit ceci.
L'équation des trois moments est cette équation ici. Considérons une poutre sur trois appuis précédemment présentés, représenter la poutre qu'on avait représentée avant. Une poutre sur trois appuis comme ça. Vous avez A, B, C et les distances L1, L2. Ça, c'est une poutre comme ça sur trois appuis. On veut juste généraliser les cas. Alors, généralement, nous retrouvons de forces uniformément réparties et deux fois les charges concentrées. Comment est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de généraliser bien sûr ces cas en mettant la force uniformément répartie et la force concentrée là-bas. Concentré P, uniformément réparti, petit p par exemple. Alors, je crois que c'est ça. Alors, l'appui C. Considérons une poutre sur trois appuis, tel que je l'ai fait. On le dit, et représentons le diagramme de moment fléchissant et réaction fictive de ces diagrammes. Donc, nous allons tracer le diagramme dans ces deux cas ici, et nous allons représenter, calculer en fait, parce que nous faisons la méthode de Moore. Nous allons calculer, tracer d'abord le diagramme de moment fléchissant pour ces deux cas ici, calculer les réactions fictives et déterminer les rotations dues à ces deux forces. C'est ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que nous aurons à faire? Cette charge est supposée au milieu. Supposée au milieu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous prenons le diagramme. La première chose à comprendre, c'est que cette poutre, vous allez considérer cette poutre comme, la poutre est continue bien sûr, mais vous allez considérer la poutre comme ayant des travées indépendantes. Donc, cette travée ne dépend pas de l'autre. Donc, lorsque vous voulez tracer le diagramme de moment fléchissant, ne prenez pas l'influence de cette travée de l'autre côté. Donc, le diagramme de moment fléchissant sera en fait comme ça. Là, c'est le diagramme pour la charge uniformément répartie. Et là, c'est le diagramme pour la charge concentrée. Voilà. L'autre travée, la première travée n'a pas d'influence sur la deuxième travée. C'est ce que vous allez faire. Alors, regardez. Je pouvais faire un par un, mais j'ai combiné juste pour faire les deux. Alors, le diagramme de moment fléchissant qui est là. Les moments max ici, pour la charge uniformément répartie, nous avons fait ça. Pour la charge uniformément répartie, c'est PL carré sur 8. Je sais que vous retenez bien la formule. PL carré sur 8. Donc, ici, ça sera en fait la hauteur de ces diagrammes. La hauteur du diagramme. Donc, le moment sera PL carré sur 8. Mais L, c'est L1. L carré sur 8. Nous allons calculer la surface de ces diagrammes. C'est cette surface qui sera la charge fictive, en fait, sur le nouveau système. Alors, cette charge, je calcule la surface de ces diagrammes ici. La surface S, j'appelle ça S1. S1 sera égal, du fait que nous avons affaire à une parabole, vous allez voir dans nos indications, avant de commencer même les exercices, vous allez très bien comprendre. La surface, vous pouvez voir aussi même nos cours sur le centre de gravité, résistance des matériaux. En résistance des matériaux, centre de gravité, vous allez retrouver la démonstration de ces formules. Donc, ça sera 2 tiers de la hauteur, c'est pour la surface d'une parabole, d'une surface parabolique en fait, délimitée par une parabole. Donc 2 tiers de la hauteur c'est P. S'il faut calculer la surface de ce triangle, vous aurez S2 égale, c'est la base fois la hauteur divisée par 2, la surface d'un triangle. Alors la base c'est L, la hauteur c'est ça, c'est L2. Donc L ici c'est L2, donc j'aurai PL2 sur 4 multiplié par L2. Et cette surface S2 sera égale
AP L2 au carré sur 4. C'est la surface du diagramme. Et cette surface va se transformer en une force fictive, en fait, pour calculer de nouveau le réaction d'appui. Donc, je crois que vous comprenez bien la méthode de Mohr que nous venons de faire. Alors, vous pouvez aussi très bien comprendre cette méthode en consultant notre cours. Toujours, on est en restant des matériaux sur les calculs de flèches, calcul de flèches, déplacement, ainsi de suite. Il y a plusieurs méthodes qui sont exposées là. Et la méthode de moment secondaire est là, ou la méthode de Mohr est là. Alors, vous pouvez calculer aussi, là c'était le diagramme. Alors, en revenant ici, nous avons les centres de gravité de cette surface délimitée par une parabole. Son centre de gravité jusqu'à l'appui extrême, parce que nous avons besoin de calculer la réaction d'appui dans cet appui ici. Alors, pour calculer la réaction d'appui, nous aurons besoin de la surface totale, donc la charge résultante, multipliée par la distance vers l'autre appui, en faisant la somme de moments vers cet appui ici égale à 0. On aura besoin de cette force multipliée par la distance là, que j'appelle xi1. Et on va diviser par la longueur L1. Donc, vous comprenez très bien la manière dont nous faisons. Ici encore, j'aurai besoin de cette valeur ici que j'appelle xi2. Alors, du fait que la surface est symétrique, xi1 ne sera rien d'autre que L1 divisé par 2. C'est le centre de gravité de cette surface. Vous pouvez avoir une surface plus compliquée que celle-ci. Prenez le temps de trouver les centres de gravité et vous allez trouver un bon résultat, un parfait résultat sans problème. Alors ici encore, xi2 égale les centres de gravité pour un triangle comme ça, équilatéral, vous aurez toujours L2 divisé par 2. Alors, pour trouver les rotations, c'est la théorie en fait, on me dit pour trouver les rotations θB à gauche, θB à droite, il suffit de trouver les réactions fictives dans les appuis, dans le chargement et le diagramme de moment fléchissant. C'est ce que je viens de dire. Et vous allez diviser ces réactions d'appui par le quantité EI. Alors, comment nous allons faire? Quelles sont ces réactions? Regardez. Le θ, on peut venir, le θ, vous allez voir, le θB à gauche égale, là c'est θB à gauche pour la travée de gauche. Là, je vais trouver aussi θB à droite. Pour trouver la réaction d'appui au point B ici, pour trouver la réaction d'appui due au diagramme, dans la réaction fictive en fait, vous allez faire la charge qui est au-dessus. Cette charge, c'est la résultante, la surface en fait. Cette charge sera égale, ce sera S1, c'est la résultante, multipliée par son bras de levier, parce que nous avons besoin de cette réaction. Son bras de levier, c'est xi1, et puis divisé par L1. C'est comme ça. Et pour l'autre, nous avons besoin toujours de la réaction d'ici. Nous allons faire la résultante ici, c'est S2, multiplié par xi2, divisé par L2. Et par là, pour trouver la rotation maintenant θB, la rotation θB, donc je sais très bien que vous allez remplacer juste ceci. Ça, c'est la rotation θB. Remplacer ceci, c'est la rotation θB. En prenant le 2 ici, la rotation, nous avons divisé par L1, mais seulement la rotation, c'est la réaction ici, divisée par EI. C'est le principe de la méthode, divisé par EI. Alors, je prends la rotation ici, je vais remplacer ça dans la formule, dans la première formule qu'on a calculée, la formule 1, qui est là. Donc, je prends ceci, je remplace à l'intérieur. Alors, ceci va me donner, je récupère la formule devient L, donc je peux écrire 1 devient L1 MA plus 2 L1 plus L2 MB plus L2 MC égale à moins 6 EI facteur de rotation maintenant. Le rotation, c'est ce que nous venons de trouver. Donc, je crois bien, ce sont ces valeurs ici. Vous avez ces valeurs ici.
Donc, c'est S1 pour le premier diagramme. S1, Xi1 divisé par L1 et I plus S2, Xi2 sur L2 et I. Voilà. Le et I peut tomber. Et là, la formule devient L1 MA plus 2 L1 plus L2 moment B plus L2 moment C égale A moins 6 facteur de S1 Xi1 sur L1 plus S2 Xi2 sur L2. C'est ça en fait l'équation de trois moments. L'équation des Clapeyron en fait. Donc nous avons trois moments à l'intérieur. Le moment A, moment B, le moment C. Donc voilà le pourquoi l'équation est appelée l'équation de trois moments. En fait, c'est la formule des Clapeyron. Donc c'est l'équation de trois moments. C'est ça l'équation de trois moments que nous allons utiliser. Donc comprenez que peut-être vous avez dans beaucoup de mes exercices qui sont sur YouTube, vous allez remarquer que nous utilisons S1 Xi1, S1 Xi1 sur L1 en ajoutant EI. Ceci exprime le rotation. Voilà, rotation à gauche, rotation à droite. Donc c'est ça en fait l'équation de trois moments que nous avons démontré. Donc je crois que nous avons fini cette partie théorique et nous allons essayer de faire certains exercices pour éclaircir en fait, voir, pour montrer comment est-ce que nous allons utiliser cette formule dans des exercices pratiques.